Bonsoir. Je vous propose que nous commencions, puisque le temps est compté et qu'on a la chance d'avoir 4 intervenantes et intervenants et qu'on voudra avoir le plus de temps possible pour profiter de leur présence ici dans cette table ronde intitulée « Quel avenir pour le Moyen-Orient ?» Donc, comme le thème l'indique, le sujet est vaste et je ne suis pas sûre qu'en 1h15, on puisse aborder absolument toutes les questions. Mais en tous les cas, l'idée, c'est de poser cette question sur quel avenir pour le Moyen-Orient à chacun des auteurs qui sont réunis ici autour de cette table cet après-midi, puisque chacun d'entre elles et d'entre eux ont une approche de l'analyse, de la perception de ce qui se passe aujourd'hui dans ce Moyen-Orient. Et donc l'idée, c'est de demander à chacun, à chacune et à chacun, à partir de son terrain, de son analyse, de sa perception, de sa façon d'aborder les choses, de nous dire ce qu'il en est. Et donc, il y aura des démarches qui sont très différentes, même s'il y a un point commun, c'est cet intérêt et cette connaissance de cette région. Et donc, on va essayer je vais demander à chacune et chacun de parler 10 minutes, un quart d'heure maximum. L'idée étant qu'ils puissent aussi interagir entre eux à la fin de ces présentations et qu'on ait un petit peu de temps à vous donner, vous, à la salle, puisque j'imagine que vous aurez aussi un certain nombre de questions à poser. Alors, il y a un premier élément qui va peut-être vous frapper, c'est qu'autour de cette table, il y a 3 chercheurs, professeurs, journalistes, correspondants, et puis il y a une romancière avec un regard qui va être du coup différent, et c'est toute la richesse, je crois, de cette table ronde, c'est d'avoir aussi permis cette rencontre entre ces regards qui sont des regards différents et qui vont nous permettre d'avoir une vision la plus large, la plus intéressante, la plus précise, suivant les interventions de IAM et des autres intervenants. Alors, je vais commencer par donner la parole à Gilbert Achcar, qui a publié « Symptômes morbides, la recherche du soulèvement arabe », qui est un livre qui a été publié 3 ans après Le peuple veut. Et ces ouvrages qui sont une exploration de ce soulèvement arabe qui se passe dans la région. Et donc, je vais demander à Gilbert Achcar, à partir de cette réflexion sur le blocage des processus révolutionnaires et de le contre-choc régional, et de cette réflexion sur les guerres civiles que vous menez dans cet ouvrage, en particulier en Libye et au Yémen, qu'est-ce que vous pouvez nous dire en réponse à la question que nous vous posons ce soir, qui est quel avenir pour le Moyen-Orient? Merci beaucoup et merci merci aux organisateurs, aux associations organisatrices pour l'invitation. J'ai coutume de commencer par répondre à ce type de questions en expliquant que dans la région à laquelle j'appartiens d'origine, on y répond avec une tasse de café. Et ça ne marche pas avec le café local ici. Il faut un marque de café assez spécial qui va vous permettre de lire l'avenir. C'est une méthode aussi bonne qu'une autre pour essayer d'expliquer, pour donner des réponses en positif à une question pareille. Parce que je crois que, à mon sens, bien malin qui peut prétendre vous dire quel est l'avenir au sens positif du terme, c'est-à-dire en expliquant qu'est-ce qui va se passer dans une région du monde aussi complexe et dans laquelle les évolutions politiques sont la conséquence d'une pluralité de facteurs qui, je crois, est pratiquement inégalée dans le monde, parce que vu vu l'intérêt stratégique de la région, vu le nombre d'acteurs locaux, vu la mosaïque ethnique, religieuse, etc., que représente la région et sur laquelle se greffent donc ces interventions extérieures, on est dans quelque chose qui relève plus de la théorie du chaos que d'un système dans lequel on va faire des prédictions précises. Et j'en viens de coutume également à une seconde réponse qui peut être la plus directe, mais je dirais que la seule chose que l'on peut prévoir avec certitude, je peux me permettre d'être catégorique là-dessus, c'est qu'il n'y aura pas de stabilisation.
dans cette partie du monde dans l'avenir prévisible. Donc la prédiction majeure, c'est cette instabilité, et qui est notamment depuis 2011 un phénomène social et socio-économique, et non plus la seule instabilité politique, la seule instabilité liée aux relations internationales et aux relations interétatiques de la région, comme ce fut le cas longtemps auparavant. Depuis en 2011, nous avons assisté à ce qu'on a appelé le printemps arabe, qui était dans le fond l'expression d'une profonde crise socio-économique avant même d'être une crise politique, comme ça a pu être présenté. C'est un malaise qui a pris des dimensions politiques comme toute crise sociale dès qu'elle prend une certaine envergure, et ça ne pouvait être résolu par un changement constitutionnel, des élections libres, même dans les cas où il y a eu certes, y compris ce pays qui a été cité comme la seule réussite, n'est-ce pas, du printemps arabe qu'est la Tunisie. Eh bien, je crois pour les personnes qui connaissent bien le pays, il y a beaucoup de raisons d'être inquiet sur l'avenir du pays. C'est loin d'être une situation qui s'est stabilisée, parce que la question centrale, la question principale, qui est la question socio-économique, n'a pas été réglée, bien au contraire. Le chômage ne fait qu'augmenter, la crise sociale devient de plus en plus grave, la condition socio-économique des gens ne s'améliore pas, et on l'a vu tout récemment avec en début d'année, avec de nouveau cette grande explosion. Et cette grande explosion, ce n'était pas la Tunisie seule, c'est la Tunisie, c'est le Maroc, c'est le Soudan, et même l'Iran qui s'est mis de la partie. Donc on voit bien qu'il y a un potentiel explosif, et il ne peut que s'aggraver parce qu'on ne voit pas un début de changement des politiques économiques et sociales dans la région qui permettrait de répondre à cette crise. Voilà. Donc, sur ce fond-là, on peut dire qu'on est rentré dans une période longue de déstabilisation que j'ai qualifiée de processus révolutionnaire de longue durée. Alors, bon, c'est-à-dire il faut essayer de regarder tout cela avec un recul historique, même si on ne l'a pas, mais s'efforcer de voir ça avec un œil d'historien, et de comprendre que, de même que les processus comme la Révolution française, la Révolution anglaise, etc., se sont étalés sur de très nombreuses années, voire des décennies, eh bien, à plus forte raison, dans une région du monde aussi complexe, aussi multiple aussi qu'est le monde arabe. Et là, je parle du monde arabe en général, pas du Moyen-Orient seul. Enfin, je suppose que par Moyen-Orient, on entend et le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Mais enfin, il faudrait préciser parce que ce sont deux ensembles différents. Mais là, je les mets dans la même catégorie par rapport à l'explosion. Voilà. Merci beaucoup pour ces premiers mots qui vont permettre de continuer. Et là, nous allons poursuivre cette exploration de la situation dans cette région avec Jean-Pierre Fillu, qui lui s'intéresse tout particulièrement dans son dernier ouvrage aux appareils de sécurité, aux appareils de répression, qui occupent, comme vous le savez, une place centrale dans le monde arabe et qui n'ont pas du tout envie d'une certaine évolution démocratique. D'où le titre, je pense, de cet ouvrage, Jean-Pierre, Généraux, gangsters et djihadistes, qui montre avec une grande finesse les alliances, les éventuelles alliances de ces trois catégories qui ont toutes le même objectif, qui est de briser toute aspiration démocratique. Donc à partir de là, Jean-Pierre, comment toi tu vois cette évolution ? Merci beaucoup à l'IREMO comme à Coup de Soleil de me donner l'honneur et le privilège de parler devant vous toutes et tous qui cessez de continuer d'arriver par le monde charge.
Je suis très heureux d'être à cette tribune avec des collègues, des amis, des intellectuels que je respecte et avec qui je suis sûr que le débat sera très chaleureux et productif, ainsi que l'échange avec vous-même. Première chose, où va le Moyen-Orient? Ce qui est certain, c'est qu'il y va vite. Ce qui est fascinant pour un historien dans la longue durée, et j'inscris ces remarques dans le sillage de celles de Gilbert Achcar, c'est la rapidité des évolutions. Il faut savoir que cette accélération du temps au Moyen-Orient, elle a des côtés assez troublantes. Mais elle veut dire aussi que tous ceux qui se présentent aujourd'hui comme les gardiens d'un statu quo qui est le statu quo de la paix des cimetières et de la mise à mort du droit des peuples, eh bien tous ces gardiens, eh bien l'horloge ne cesse de cliquer, de sonner, et à bien des égards leur fin est proche, même s'ils ne savent pas encore. Donc j'ai senti certains haut le cœur dans la salle quand Gilbert Achcar a dit il n'y aura pas de stabilisation. Ben oui, il n'y aura pas de stabilisation, et excusez-moi, mais tant mieux. Parce que la paix des cimetières et la mise à mort des peuples, ça ne peut pas durer. Et on voit bien que ça ne peut ajouter que la guerre à la guerre, l'horreur à l'horreur, l'expulsion à l'expulsion, l'exil à l'exil, l'oppression à l'oppression. Et si nous sommes aujourd'hui dans une situation aussi catastrophique, aussi choquante d'un point de vue moral, philosophique, humain, c'est parce qu'on refuse de voir la réalité qui est celle du déni des droits. Ce déni de droits ne date pas d'hier. C'est une histoire longue que j'ai essayé, avec d'autres, de replacer dans le prolongement de la Nahda, de la renaissance arabe du XIXe siècle. Cette Nahda dont les promesses d'émancipation individuelle et collective ont été brisées soit par les colonisateurs, soit par des régimes qui ont détourné les indépendances. Après celle-ci, j'identifie ce grand détournement de 1949, premier coup d'État en Syrie, à 1969, le coup d'État de Kadhafi en Libye. Et on est dans cette situation, effectivement un processus de révolutionnaire, parce que les systèmes sont à bout de souffle. Ils sont tous à bout de souffle, parce qu'ils ont épuisé les rentes multiples dont ils se bafferaient, se goinfraient, en redistribuant quelques miettes aux populations concernées. C'est toute la dynamique de rente que je décris dans Généraux, gangsters et djihadistes, donc rente pétrolière, si j'ose dire, ça va de soi. Enfin, ça va moins de soi quand c'est le pétrole russe ou le pétrole iranien qui alimente la guerre en Syrie. Rente stratégique, bien sûr, sauf qu'il faut faire attention. Il y a les rentes stratégiques évidentes et il y a ce que j'appelle le jackpot israélien. Israël, ça marche dans les deux sens. Vous faites la paix avec Israël, vous êtes Sadat, vous arrivez à consolider votre régime post-nassérien et à permettre à Moubarak de s'installer sur votre trône. Mais vous faites soi-disant la guerre avec Israël, Assad, père et fils, et vous avez une rente tout aussi importante, y compris avec l'intervention d'un parti de Dieu. Hezbollah, ça veut dire parti de Dieu, n'oublions jamais ça. Dans un pays où on dit tout le temps État islamique, il faudrait se rappeler que Hezbollah, c'est parti de Dieu, donc c'est parti de Dieu qui est intervenu en Syrie, non pas pour faire la guerre à Israël, mais pour faire la guerre au peuple syrien. Et donc on a ces rentes stratégiques, et puis vous avez la rente du siècle, ou la rente du millénaire, on est quand même dans le 3e millénaire, qui s'est ouvert par le 11 septembre et la chute des Turcs jumelles, et la rente antiterroriste. Alors ça, c'est même plus du jackpot, ça c'est Las Vegas 24-24. Des gens font la grève de la faim, terroristes. Des gens font la grève tout court, terroristes. Des gens manifestent dans la rue, terroristes. Alors pendant tout ça, Daesh dans le Sinaï, ça va très bien, merci. L'armée égyptienne ne peut même plus y pénétrer, elle se fait dégommer ses hélicoptères, elle se fait abattre ses chars, et même l'autre jour, un navire de guerre, intéressant. Par contre,
oui, ces gens-là représentent la stabilité. Quelle stabilité? Quelle stabilité? Hein? La junte de Sisi, dont je rappelle qu'il est quand même au pouvoir depuis 4 ans et demi, chaque année a vu une progression apparemment inexorable de la violence djihadiste. Alors peut-être qu'à un moment, on peut mettre un lien entre ceci et cela. Peut-être qu'ils ne sont pas les garants de quoi que ce soit. Hein? Peut-être qu'après tout, c'est eux qui alimentent ça. Je ne sais pas dans les complots. J'expose simplement la dynamique qui est à l'œuvre. Assad rempart contre le terrorisme. Hein? Une sinistre mélodie qu'on voudrait voir entonner désormais dans ce pays au nom d'un réalisme au petit pied. Quand Assad a-t-il lutté contre Daesh? Quand? Assad a livré Palmyre à Daesh. 200 km de désert, hein? Pas un arbre sous lesquels les djihadistes pouvaient se cacher. Il les a laissés, parce qu'évidemment, à partir du moment où on faisait sauter des temples, hein, on allait pouvoir mobiliser des affects au profit de ce régime infâme. C'est une coalition, dans des conditions par ailleurs tout à fait discutables, menée par les États-Unis, qui en réduisant Raqqa à l'état de ruine, 80% de ruine, je ne sais pas si on imagine ce que ça signifie 80% de ruine, est arrivé à déloger Daesh des centres urbains. Des centres urbains. On a encore aujourd'hui, entre la Syrie et l'Irak, 5 000, 6 000, 10 000 insurgés djihadistes qui un jour, peut-être proches, vont renverser la soi-disant tendance actuelle, hein, et n'oubliez pas ce petit propos liminaire quand vous entendrez l'inévitable communiqué de victoire contre Daesh qu'on va nous servir dans les semaines qui viennent. Parce que, hein, un scoop, hein, on a gagné. On a gagné. Donc, où va-t-on? Eh bien, on va malheureusement à l'épuisement de ce cycle, et le plus tôt serait le mieux. Parce que tant qu'on n'aura pas compris que pour sortir de cette fatalité, il faut rendre les droits à ceux qui en sont dépositaires imprescriptibles, c'est-à-dire les peuples, eh bien on ajoutera la guerre à la guerre, la violence à la violence, la terreur à la terreur. Et c'est là où je me permettrai de faire un lien entre cette question du peuple arabe et la question du peuple palestinien. Qu'on arrête de nous dire que la solution des deux États n'est pas praticable, c'est la seule solution. Si on ne veut pas la rendre praticable, qu'on dise qu'on ne veut pas la rendre praticable par différents faits accomplis, dont la décision de Trump est le plus choquant. Mais qu'on ne dise pas qu'elle n'est pas la solution, elle est la seule solution. Et rendre les droits au peuple, qu'il s'agisse du peuple palestinien dans son droit à l'autodétermination par rapport à la colonisation et l'occupation israélienne, ou qu'il s'agisse du droit des peuples arabes par rapport au régime infâme, abject, assassin, mafieux qui les opprime, c'est toujours la question du droit des peuples à l'autodétermination. Et à mon avis, nous allons au Moyen-Orient par des voies qui en surprendront beaucoup vers la réalisation et la mise en œuvre du droit de ces peuples à l'autodétermination. Merci beaucoup Jean-Pierre pour ces propos qui vont permettre, je pense, après de susciter aussi des débats dans la lignée de ce qu'a dit Gilbert Achcar au début. Et donc maintenant, nous allons continuer notre tour de table avec Charles Anderlin, qui analyse dans son ouvrage « Au nom du Temple » la diffusion du mouvement messianique juif qui va de pair avec le développement de la colonisation juive en Israël, en Cisjordanie, oh là là, lapsus intéressant, laquelle colonisation rend de plus en plus difficile justement cette solution de deux États. Alors cette solution de deux États qui est la seule évidemment, mais est-elle encore possible dans ce contexte tel que vous le décrivez de ce mouvement qui a de plus en plus d'importance en Israël? Je vous donne la parole. Alors, infiniment merci pour m'avoir invité, j'en suis très honoré. Je ne suis pas universitaire, je ne suis pas chercheur, je suis journaliste. Je vais marquer cette année un demi-siècle en Israël. Là-dessus, 34 ans pour France Télévisions, avant une quinzaine d'années pour la radio israélienne. Journaliste donc au quotidien, 2 fois, 3 fois par jour, faire un reportage, montrer où on en est.
J'ai suivi ce que l'on a appelé le processus de paix qui a été lancé par des copains, des amis très chers, palestiniens, israéliens, dans cette aventure formidable, d'essayer d'arriver quelque part, d'arriver à s'entendre. Et pendant d'abord des décennies, j'ai analysé chaque papier échangé, chaque rencontre, chaque procès-verbal, retrouvé les négociations secrètes Israël-OLP de 84-85, quand les Israéliens considéraient encore l'OLP comme une organisation terroriste, alors qu'on discutait, alors qu'on se retrouvait autour de whisky et que certains faisaient attention à présenter des repas cachers aux négociateurs israéliens. Tout cela, c'était dans la coulisse. Et puis, j'ai retrouvé aussi des choses plutôt curieuses, par exemple, comment les autorités israéliennes, dès 69-70, ont contribué au développement de ce qu'ils ne connaissaient pas encore, c'est-à-dire l'islam radical à Gaza. Ça a été une initiative et des encouragements de l'armée, des services spéciaux israéliens qui ont découvert beaucoup plus tard que tout à coup, ça s'est appelé le Hamas et que c'était autre chose que ce qu'ils estimaient, que ce qu'ils voulaient développer. Et puis, la paix. Et en 2009, j'ai commencé à regarder de plus près pourquoi est-ce que tout est bloqué. Et je suis remonté à ce que j'avais découvert en filigrane. C'était d'abord des choses assez curieuses, c'était le sacrifice de l'agneau pascal avant la Pâque juive, près de Al-Aqsa, le troisième lieu saint de l'islam, là où existait il y a 2000 ans le temple juif. Et qui étaient ces gens, qui étaient ces messianiques? Et je suis remonté, et ce mouvement aujourd'hui est celui qui contrôle ce que l'on appelle la pensée, le zeitgeist israélien. Si on les retrouve au sein de la droite israélienne, de l'extrême droite, ils sont au gouvernement et leur vision est très simple, il n'y a pas place en terre d'Israël pour une Palestine indépendante. Point. Depuis 1967, la conquête de la Cisjordanie, de Jérusalem-Est, de Al-Aqsa, le mouvement sioniste religieux s'est d'abord attaché à occuper, s'installer dans ce qu'il considère comme la Judée-Samarie, développer. Ça s'est considérablement renforcé après l'arrivée au pouvoir de Menachem Begin et le traité de paix avec l'Égypte en 1979. À ce moment-là, aussi bien Begin qu'Ariel Sharon ont considéré qu'ils avaient la main libre pour pouvoir vraiment relancer la colonisation. Il y a eu quelques petits problèmes juridiques, enfin les conventions de Genève, comment les surmonter. Alors, première chose, Ariel Sharon a confisqué des terrains près de Naplouse pour créer, à côté d'un village, un village palestinien, pour créer une colonie qui s'appelait Elon Moré. Et manque de chance, la haute cour israélienne a considéré que c'était illégal parce que les terres avaient été saisies à un village palestinien. Petit détail, avant cela, les travaillistes autorisaient des colonies, quelques-unes, mais dans le cadre de la sécurité d'Israël. Là, les travaillistes étaient dans l'opposition, ils sont allés dire à la Haute Cour de justice israélienne, cela n'a rien à voir avec la sécurité. Donc la Haute Cour a décidé, vous évacuez Elon Moré, vous rendez les terres aux Palestiniens. Panique chez Ariel Sharon qui réunit son monde, et qu'est-ce qu'on fait? Le Likoud a été élu pour coloniser la terre d'Israël. Et là, quelqu'un a une idée, la loi ottomane. La loi ottomane autorise de saisir une terre si elle n'est pas cultivée pendant 5 ans et si on n'entend pas depuis un village palestinien le chant du coq. Et Sharon dit on laisse tomber le coq et puis on regarde où rien n'est construit, et on a fait un premier cadastre de la Cisjordanie, des terres domaniales, et c'est à partir de là que la colonisation a commencé à se développer. Aujourd'hui on a 400 000 Israéliens qui habitent 60% de la Cisjordanie qui est virtuellement occupée. Cela veut dire qu'il sera plutôt compliqué d'en évacuer ne serait-ce que 10%. Je vous rappelle que pour évacuer les 7000 colons de Gaza, il a fallu près de 70 000 militaires et policiers israéliens. Donc ça, ce sera difficile.
Le mouvement sioniste religieux a également remporté, à mon avis, la victoire dans l'esprit des Israéliens. Ils sont au gouvernement. L'actuel gouvernement israélien, dans ses accords de coalition, nulle part il est écrit qu'il faut un jour faire la paix avec les Palestiniens. Oui, avec le monde arabe, le gouvernement israélien œuvre pour la paix. Nous savons comment. L'événement intéressant vient d'arriver. Jusqu'à présent, on pouvait encore dire que faire une différence entre la situation sur le terrain et la réalité et tout ce qui se passe de diplomatique, de politique, les discussions des uns des autres. Je vous rappelle que depuis des décennies, chaque fois que le gouvernement israélien annonce la construction de centaines ou de milliers de logements dans les colonies, nous avons les réactions copier-coller de tous les gouvernements occidentaux. Nous condamnons, mais sur le terrain, rien du tout. Le gouvernement israélien a parfaitement compris cette différence. Le monde entier est occupé à une seule chose, à maintenir le statu quo, à empêcher l'effondrement des derniers restes de ce processus de paix, c'est-à-dire l'autorité palestinienne. Et là, ces derniers jours, nous avons un événement fondamental, l'ouverture d'un nouveau chapitre de l'histoire de ce conflit israélo-palestinien. C'est une alliance entre l'administration américaine de Donald Trump et le gouvernement israélien de Netanyahou pour imposer un règlement intérimaire aux Palestiniens. Il n'y a pas le choix, c'est à prendre ou à laisser, il y a les pressions saoudiennes derrière, tout cela a été récemment publié. Je vous rappelle à peu près de quoi il s'agit, je ne parle pas de Gaza, 38% de la Cisjordanie pour l'instant aux Palestiniens, Sharon à l'époque parlait de 40%, une capitale provisoire pour les Palestiniens dans ce petit quartier qui se trouve à l'est de Jérusalem qui s'appelle Abu Dis. On en avait parlé dans les années 90, mais à l'époque il n'y avait pas de mur entre Abu Dis et Jérusalem. Aujourd'hui il fait 9 mètres de haut et pour apercevoir Al-Aqsa, il faudra monter sur une échelle et regarder très loin le troisième lieu saint de l'islam. Abbas n'a pas le choix. Il refuse. Les solutions intérimaires dans la région, ça fait depuis 1993 qu'on y est. Donc s'il accepte, il accepte quelque chose où il sait parfaitement qu'il n'en sortira pas, d'autant plus que rien ne garantit l'arrêt de la colonisation israélienne. Donc l'alternative est simple. Abbas pense démissionner, partir, mais personne aujourd'hui n'est prêt à l'accepter. Les Jordaniens ont rétabli leur relation avec Israël qui avait été interrompue à la suite d'une histoire sombre de meurtre par un officier de sécurité israélien à Amman. Pour le royaume jordanien, la coopération sécuritaire avec Israël prime tout. Il en est de même entre Israël et l'Égypte. Et si par hasard l'autorité palestinienne devait s'effondrer pour une raison ou pour une autre, cela signifierait la fin du processus d'Oslo dont tout le monde fait semblant qu'il existe encore. Et cela voudra dire remettre en question les traités de paix israélo-égyptiens, israélo-jordaniens, dont ni Sisi ni Abdallah ne veut. Ajoutez à cela les Européens qui ne veulent surtout pas que le statu quo actuel s'effondre, c'est-à-dire aujourd'hui que dès que Mahmoud Abbas a un problème pour régler les salaires, notamment de la police palestinienne, qui coopère avec les services israéliens et maintient la sécurité dans les 18 à 19% de zones autonomes de la Cisjordanie et les grandes villes, eh bien tout le monde envoie un chèque, y compris le gouvernement français, les Norvégiens, tout le monde. Donc, stabilité, oui, c'est une stabilité imposée. L'alternative, c'est dont on parle tout le temps, l'alternative au statu quo, c'est d'une manière ou d'une autre le chaos. On imagine l'armée israélienne obligée de retourner à Ramallah, Naplouse, Jenin, Hébron pour désarmer la police palestinienne avec les images que cela produira et peut-être même un grand retour du terrorisme. Et personne n'en veut. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous avons les gouvernants européens qui disent à Abbas, mais regardez quand même les propositions de Trump. Les propositions de Trump, il faut quand même
se marrer. Vous savez que l'ambassadeur des États-Unis en Israël et bientôt à Jérusalem, c'est M. Friedman, qui est un militant sioniste religieux et qui lui-même participe au comité d'aide financier de la colonie de Bethel. Comme ambassadeur, il n'y a pas mieux. Jared Kushner, le gendre de M. Trump, appartient lui aussi à une association d'aide à la colonisation. Sans parler de Jason Greenblatt, qui est officiellement le négociateur américain là-bas, eh bien lui aussi a fait ses classes dans une colonie. Alors on imagine que du jour au lendemain, ces trois personnages ont été reçus la grâce divine et puis décident on arrête la colonisation. C'est tout simplement absurde et personne ne veut l'admettre. Et là, je dois dire qu'à la retraite, depuis bientôt 2 ans, je regarde quand même ce que font mes petits camarades sur les grands médias nationaux et je trouve qu'il y a une véritable autocensure. On ne parle pas de tout ce qui se passe là-bas. Et lorsqu'on me demande la question « pourquoi c'est important, la politique française est aussi importante ?» Oui, mais souvenez-vous, lorsque vous avez eu subitement les attentats à Paris, tout le monde se demandait « tiens, qu'est-ce qui arrive ?» Eh bien, pendant des années, la presse... la grande presse française, en tout cas les grands médias, ne suivaient pas le développement du djihadisme et le développement de ce qui se passait en Afghanistan, en Syrie, Irak. Et là, je crois qu'on va voir vers la même chose parce que la crise israélo-palestinienne, eh bien, elle arrive. Elle est là, et elle va toucher le Proche-Orient et elle va toucher également l'Europe. Merci beaucoup. Alors, après ces 3 tableaux qui sont quand même des tableaux assez sombres, c'est le moins que l'on puisse dire, on va essayer de s'évader un petit peu. On va essayer de s'évader avec Liam Yared, qui est poétesse, qui est romancière, et qui a écrit un très beau roman qui s'appelle « Tout est halluciné », et qui nous emmène dans un voyage entre le Caire et Beyrouth à travers le destin de Justine, une petite fille de 5 ans qui se réveille d'un coma, en s'apercevant que sa mère n'est pas là et face à un père qui ne veut absolument rien lui raconter de ce qui s'est passé avant ce coma et avant cette sortie du coma. Et à travers ce récit, ce voyage dans lequel Liam nous entraîne, on va aller du Caire à Beyrouth et ce roman, qui est un roman, mais qui en même temps aborde beaucoup de questions absolument essentielles qui se posent aujourd'hui dans cette région, la question de la mémoire, la question des femmes, la question des soulèvements, puisque les pages se passent aussi, les dernières pages, sur fond de révolution en Égypte, et de ces premières manifestations qui se déroulent en 2011. Et toute la question de l'identité, ces identités qui sont meurtrières, sont aussi abordées à travers cette quête de cette petite fille qui grandit et que nous suivons tout au long de ce roman. Donc Liam, je te pose la même question. Comment, après ces récits que l'on vient d'entendre, cet exposé de cette situation, voilà, peut-être qu'on va s'évader un petit peu. Alors, je vais essayer, mais vu l'avenir qu'on se prépare, moi, en fait, quand on parle d'avenir, je voudrais aussi parler de passé. C'est-à-dire, il y a une mémoire sur laquelle on ne s'entend pas dans cette région. Et pour moi, ce roman, c'était un peu une fable qui, hélas, n'en est pas une, puisqu'elle est très proche de la réalité. C'est une petite fille qui se réveille, donc qui a un coma, et il y a un homme qui est là, qui lui dit je suis ton père. Déjà, vous savez, pour se souvenir, il faut déjà avoir pour pouvoir parler, il faut déjà avoir une mémoire, et pour avoir une mémoire, il faut parler, et c'est interdépendant. Donc quand on vous prive de mémoire, on vous prive de langage. Le temps de comprendre ce que veut dire je suis ton père, elle cherche la mère, Avadretro Satana, interdit de parler de la mère, d'ailleurs il ne dit jamais le mot mère, et interdit de parler du Liban, d'ailleurs il dit c'est un mot de bègue, il dit voilà. Et donc cette petite finalement va essayer de se constituer une idée d'elle dans le monde, et dans ce monde fracturé qu'est le Moyen-Orient, mais pour ce faire, il va falloir déjà qu'elle entrave tous les interdits qui sont sur sa route. Et pour moi, c'était important finalement de montrer comment une adolescente veut passer désespérément à l'âge adulte avec une mémoire contrôlée par une autorité paternelle, parentale,
voire même plus loin patriarcal. Et souvent, je fais un rapport entre l'idée de nation, de territoire, de ces pays finalement qui aujourd'hui sont en crise et en déficit, je dirais, d'identité nationale, parce que ce sont voilà, je pense que l'idée de nation est très nouvelle dans ce Moyen-Orient. On a toujours, ce sont des pays où les mentalités et les sociétés ont été constamment soumises à des invasions, que ce soit ou à des empires, c'est-à-dire coagulés dans des empires, et du jour au lendemain, après la chute de l'Empire ottoman, on leur dit voilà, même départager les pays ont été faits à la volée. Et donc, comment est-ce que finalement on peut se définir à l'intérieur de ce territoire comme un peuple uni, sachant que tout à l'heure, vous tous l'avez dit, il y a une complexité dans ces pluralités qui sont diverses, qui sont socio-économiques, qui sont confessionnelles, qui sont infinies. Et donc, comment on fait pour imaginer du jour au lendemain une idée de nation? Et pour moi, c'est un peu le même dilemme quand on cherche finalement à se définir en tant qu'individu dans des situations où finalement on vous interdit de vous souvenir. Alors, je parle aussi selon le prisme libanais, puisque le Liban, comme vous le savez peut-être, est une démocratie parlementaire confessionnelle, ce qui veut à la fois tout dire et rien dire, parce que c'est un peu contradictoire. On a une démocratie parlementaire confessionnelle, démocratie confessionnelle. Idéalement, ce serait en fait, ça pourrait être le symbole d'un début de dialogue, de dialogue inclusif de l'autre. Malheureusement, je pense que cette démocratie parlementaire confessionnelle a atteint ses limites, est arrivée à un point aujourd'hui où ces communautés n'arrivent plus à s'entendre les unes les autres, parce que chaque communauté a accès à sa propre mémoire. Il n'y a pas eu une mémoire consensuelle, il n'y a pas eu une histoire consensuelle, il n'y a pas eu de la part de ceux qui dirigent ce pays, puisque la société civile finalement n'a pas vraiment son mot à dire, de s'installer autour d'une table après la guerre et de faire autre chose qu'un statu quo basé sur un déni de mémoire. On n'a pas installé les bourreaux et les victimes sur une même table. C'est le seul pays, enfin en tout cas ce pays-là est quand même un des rares à réussir le haut fait de faire une guerre avec ceux qui font la paix et que ce sont les mêmes qui sont au pouvoir. Et je pense que la guerre civile libanaise, je vais parler du prisme du Liban parce que c'est quand même là où je vis et c'est aujourd'hui l'avenir de ce pays m'inquiète beaucoup. Donc il y a une prise d'otage de la société civile par leur communauté qui contrôlent à la fois leur mémoire, leur droit alors on a l'impression que le Liban est un État où la liberté d'expression a lieu. Elle n'a lieu que dans l'équilibre des forces coercitives contraires. Tant qu'il y a cet équilibre-là, chacun peut en fait hurler depuis son propre camp, mais en fait c'est une espèce de cacophonie. C'est une mosaïque de petites dictatures, chaque communauté exerçant une dictature sur un ordre finalement patriarcal avec des pouvoirs exécutifs qui sont intimement liés à des pouvoirs religieux, qui fait que cette liberté est une fausse liberté, aussi bien que cette démocratie est une fausse démocratie, et à mes yeux c'est une dictature maquillée. Et donc les individus sont en porte-à-faux de cette situation. Et depuis le conflit et la révolution syrienne qui a aujourd'hui abouti à une guerre civile dont on connaît les désastres, et qui fait que l'intervention du Parti de Dieu dont parlait Jean-Pierre Filiu auprès de l'armée de Assad en Syrie, qui fait qu'en fait, dans toute cette région et au Liban, il y a une redistribution confessionnelle qui s'est mise en place et qui a renforcé une communauté contre l'équilibre en fait de cette pluralité et qui fait que, et qui ont avec leurs accointances, avec les pouvoirs exécutifs, que ce soit de l'armée ou des forces de sécurité, qui ont aujourd'hui, on peut observer depuis 2-3 ans, un impact immense sur les libertés d'expression. Et
moi, je me dis qu'on dit toujours que le message du Liban, c'est un pays qui véhicule cette liberté-là, qui est le seul pays dans la région dont on parle encore comme étant un bastion des libertés. Moi, je pense qu'on a atteint un degré très grave, où aujourd'hui, des écrivains, des artistes qui ont toujours pu faire appel à l'imaginaire pour contourner le réel, pour essayer de le réinventer, pour essayer de le dénoncer autrement, sont aujourd'hui inquiétés à travers des tribunaux, à travers des mises en demeure, et pour moi, c'est une aberration. Donc je ne vois pas comment est-ce qu'on pourra parler d'avenir tant que l'avenir est tronqué d'une part de mémoire, surtout aussi, c'est-à-dire que chaque mémoire a sa légitimité, donc il faudrait arrêter de refuser la mémoire de l'autre. Et je pense que c'est le fondement même du dialogue. Voilà, ça c'est pour ce qui est, par exemple, juste pour vous donner un exemple, je ne sais pas si quelqu'un parmi vous a vu le film L'Insulte de Ziad Douéli dont tout le monde parle. Comment, alors, justement, c'est parce qu'il y a ce déni de mémoire, c'est parce qu'il y a cette instrumentalisation des individus par chaque communauté, par chaque patriarche communautaire et politique, parce que c'est une figure paternelle finalement, le dictateur. Et donc dans cette pyramide-là, l'individu est pris en otage de manière... il n'est même pas maître de ses émotions, puisque même ses émotions sont le produit de cette manipulation. D'où le titre de mon livre, Tout est halluciné. C'est-à-dire qu'on est tous manipulés en permanence et qu'à un moment donné, il y a toute une quête, un chemin à faire pour essayer de se rapprocher au plus près de la réalité qui ne peut être qu'inclusive et plurielle. Bon, donc ce film-là de l'insulte, qui part à partir d'un petit mot et qui finit par faire un conflit entre deux individus, un palestinien, l'autre libanais, des forces libanaises, donc ayant combattu contre les milices palestiniennes durant la guerre. 20 ans plus tard, les dissensions sont toujours là. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu un travail de mémoire, parce qu'il n'y a pas eu un travail linguistique aussi. C'est-à-dire venir installer tout le monde, dire tu as le droit d'être une victime, de parler devant ton bourreau, et toi, bourreau, tu as le droit de t'excuser, pour ne pas dire te justifier. Donc moi je pense que vraiment il y a quelque chose de l'ordre traumatique, et je ne sais pas comment on pourra installer un avenir si on ne répare pas ces traumatismes-là. Donc récemment au Liban, je ne sais pas si vous suivez les nouvelles, mais à partir d'un mot, comme quoi le pouvoir des mots et de la mémoire, pour moi ils sont liés, un mot, Baltaji, qui, je ne sais pas si vous connaissez le sens, c'était du temps des Ottomans, c'était les forces qui étaient appelées pour maintenir l'ordre, et par la suite, ça, évidemment, comme ils étaient pris chez des mercenaires et des bandits, c'est devenu vraiment la connotation populaire, Baltaji égale mercenaire égale voyou. Donc, le chef du CPL, parti adverse, on va dire, ou en tout cas, voilà, le chef du CPL dit d'un autre politicien qui est de la communauté chiite que c'est un Baltaji. Et ça a fait... Maintenant, on brûle des pneus à Beyrouth, on prend en otage la société, on empêche d'arriver jusqu'à l'aéroport, voilà. Donc tout ça, c'est pour dire, c'est-à-dire... pour qu'il y ait des réactions si violentes, il y a justement du mutisme. Et donc ce livre, c'est vraiment accompagner une adolescente, tout est halluciné, je reviens à tout est halluciné, qui est d'accompagner cette adolescente pour lui apprendre à sortir des bégaiements, à sortir du mutisme, à sortir des zones interdites qui nous sont imposées en tant qu'individu ou en tant que collectivité, pour essayer de se construire. Et c'est valable pour un pays. Voilà. Et peut-être finir avec une petite dans tout ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient, toutes ces guerres civiles qui sont en train de saccager la région, je pense la place de la femme. La place de la femme, moi je pense qu'il n'y aura pas d'avenir tant que les statuts des femmes sont... Je ne veux pas faire parce que je suis une femme, non, mais je pense qu'elles ont atteint des degrés... Même au Liban, figurez-vous, même au Liban, la femme est otage, finalement... De normes religieuses qui légifèrent les statuts personnels. Contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas la plus émancipée du monde arabe et du Moyen-Orient. La Tunisie est plus en avance. Nous avons sans doute cédé les droits de vote de manière pionnière aux femmes,
mais aujourd'hui, ce n'est que depuis très peu de temps qu'une femme battue peut se présenter à un poste de police. Avant ça, elle devait se présenter à un tribunal religieux. C'est la petite avancée qu'on doit surtout à la société civile. Donc pour moi, ma note d'espoir, c'est la maturité des sociétés civiles qui finira par avoir gain, je pense, de cette transition autoritaire qui est peut-être finalement, comme vous parliez, il n'y a pas de solution maintenant, mais peut-être si on prend un peu de hauteur, j'espère que cette société civile réussira à avoir gain de cause sur l'absurdité de ces pouvoirs patriarcaux. Pour moi, la dictature, c'est le patriarcat. Et c'est, voilà. Merci beaucoup, Rina, mais merci de terminer sur une petite note, peut-être un peu plus, peut-être un tout petit peu d'espoir. Moi, ce qui m'a frappé, en tous les cas, c'est à quel point vous avez parlé les uns les autres de l'histoire, chacun dans votre domaine, mais l'importance de cette histoire, l'importance de la mémoire, le déni de mémoire, le déni de droit, et ça, je crois que ce sont des termes très forts qui ont été utilisés. Et ce que je vous propose, parce que Jean-Pierre l'a souhaité, c'est de rebondir sur ce que vient de dire Myriam, et je vous donnerai éventuellement les uns les autres avant de vous donner la parole. Oui, ce sera très rapide. Évidemment que la dictature, c'est le patriarcat, évidemment que la libération des femmes est la clé de la libération de la société. D'ailleurs, partout, tous ces régimes abjects ont démantelé les programmes de contrôle des naissances et ont fait repartir en Égypte, c'est un cas unique en dehors de la Chine post-communiste, on voit la natalité repartir à la hausse. C'est une décision d'État, c'est une décision d'oppression de la société en s'attaquant aux femmes comme cible directe de cette régression autoritaire, et c'est cela qu'on nous présente comme stabilité, etc., etc. Moi aussi, je voulais continuer sur un message d'espoir. Le Liban prouve, au-delà de tout débat à mon sens, que le problème n'est pas du droit des confessions, des groupes ou des minorités. Le problème, il est le droit des peuples et des citoyens. Ça n'est pas du tout pareil. Et ces droits des peuples et des citoyens, ils doivent être acquis sur justement des bases qui sont d'ores et déjà posées dans la société civile. On n'a pas besoin de refaire des petits cantons de plus, ou des petites sous-fédérations à l'intérieur de grandes dictatures. Ça ne changera rien, et l'évolution récente de l'Irak a même prouvé que pour le peuple kurde, ça a amené une régression absolue de ses droits, quand il a cru qu'il pouvait les concrétiser par ce biais, en se détachant de son environnement. Mais moi, j'aurais voulu mettre en avant un autre message d'espoir, parce qu'effectivement, on voit les perspectives. C'est-à-dire que concrètement, on nous fait du chantage au terrorisme partout. Soit vous acceptez ça, soit c'est les bombes. Eh bien, je crois beaucoup à la non-violence. Et je suis frappé, c'est encore, on l'a vu au Liban avec le mouvement contre les ordures, on l'a vu en Irak avec le mouvement transconfessionnel sur la Constitution. Je crois beaucoup à la non-violence. C'est la non-violence qui a renversé Ben Ali. C'est la non-violence qui a renversé Moubarak. C'est la non-violence qui a donné à la révolution syrienne ses plus beaux moments et ses plus beaux programmes. Et on voit bien que les Palestiniens, quand ils ont pu avoir un peu de leurs droits, un peu, c'est par l'intifada non violente de 1987 à 1993, et quand ils ont pu faire reculer Netanyahou sur la question du dispositif de sécurité sur l'esplanade des mosquées en juillet 2017, c'était par une mobilisation non violente qui a complètement échappé à tous les partis palestiniens, à commencer par le Fatah et le Hamas. Alors ça, effectivement, c'est en dessous du radar. On ne le voit pas parce que ce ne sont pas des reportages colorés, on n'a pas des barbus qui vous disent Allahu Akbar ou qui vous décapitent des gens, on a des braves femmes et des braves hommes, des citoyennes, des citoyens qui essaient de s'organiser à leur niveau. Mais je suis convaincu que l'avenir du Moyen-Orient, pour reprendre le titre de cette table ronde, c'est là qu'il se trouve, et il est positif. Une note d'espoir, oui, d'abord, la révolution, le renversement de Moubarak, j'ai vu des amis égyptiens, une population avec un courage extraordinaire,
Et lorsque ça a commencé à aller plutôt mal, ensuite avec Morsi, et qu'on leur demandait alors, la révolution, mais il disait, vous vous rappelez, ce dirigeant vietnamien, quand on lui demandait ce qu'il pensait de la révolution française, il répondait, s'il est trop tôt pour juger. Je suis sûr qu'un jour, les Égyptiens aussi vont se réveiller, ils sont là, ils dorment, et puis un beau matin, ils vont se soulever. J'ai vu des gens avec un courage extraordinaire monter à l'assaut des barricades policières, meurtrières sur des ponts sur le Nil, c'est extraordinaire. En Israël, vous avez des ONG de gauche, la gauche parlementaire est rikiki, mais vous avez des soldats Breaking the Silence qui terminent l'armée, qui sont patriotes et qui ensuite vont parler publiquement des bavures et des horreurs que parfois ils ont vues ou auxquelles ils ont participé. Ils sont considérés comme les principaux ennemis de l'État d'Israël, comme Benjamin Netanyahou, c'est eux qu'il faut soutenir. Cette gauche israélienne qui est là, qui est en train de monter, c'est des jeunes, pas des colons, pas des religieux, des laïcs. Il y avait eu Breaking the Silence organisait une conférence dans une galerie de Jérusalem louée par la mairie de Jérusalem, qui est à droite, qui est Likoud. La mairie a annoncé qu'elle allait résilier le contrat. Et une organisation d'extrême droite religieuse, raciste, a annoncé qu'ils allaient manifester contre les soldats. Eh bien, j'ai des enfants israéliens, des adolescents, ils sont allés voir, ils sont revenus, ils m'ont dit, écoutez, on était 200 jeunes contre les racistes, et bien ils sont partis, c'est ça l'avenir. Un des problèmes, c'est côté palestinien, le refus absolu de toute forme de soi-disant normalisation avec les Israéliens. Vous avez des jeunes Palestiniens qui refusent même de s'associer aux organisations israéliennes qui luttent contre l'occupation. Donc là, il y a peut-être des choses à faire, effectivement, entre les jeunes Palestiniens qui luttent contre le régime d'Abbas, qui est un régime dictatorial. Quand un Palestinien a le malheur de critiquer l'autorité palestinienne, il a des chances de se retrouver en prison et très rapidement. Donc là, il y a des choses à faire, là, il y a des choses à encourager. La jeune gauche israélienne, les ONG qui luttent pour les droits de l'homme dans les territoires occupés, ça oui, cela oui, c'est l'avenir, c'est encore tout petit. Il faut espérer que ça se développe. Bon, je fais un petit commentaire sur la non-violence. Dialogue avec mon ami Jean-Pierre. Sur le plan de l'esthétique et de l'esthétique morale, je ne peux qu'être pour la non-violence. Mais la non-violence, pour qu'elle soit opérationnelle, il faut qu'elle agisse contre un ennemi qui a des limites lui-même morales. La non-violence, ça peut marcher contre l'Empire britannique. Mais la non-violence contre Bachar al-Assad, que tu connais très bien, Jean-Pierre, ça ne marche pas. Et c'est pour ça, ce que tu as dit, tu as eu un très beau moment non-violent en Syrie, mais si c'est devenu une guerre civile, ce n'est pas, comme on le dit souvent, par erreur de l'opposition syrienne. D'ailleurs, l'opposition syrienne officielle a tardé à prendre le train en marche pendant un bout de temps, elle condamnait toute action militaire contre le régime. Et elle se trompait, à mon sens. Il y a des régimes contre lesquels la non-violence ne marche pas. Dans le cas d'Israël, oui, pas par la moralité du pouvoir, mais aussi par la dépendance structurelle de l'État d'Israël sur l'Occident. Et ça pose aussi des limites qui sont bien plus grandes. Alors maintenant, avec le dérapage vers l'extrême droite de la société israélienne, elles deviennent de plus en plus réduites. Mais du temps de l'intifada de 88, qui est l'apogée de la lutte palestinienne, ça avait un sens complet. Et ce n'est pas pour dire, parce qu'il y a une autre dimension du problème, il y a une question de stratégie, je le dirais, élémentaire. Les Palestiniens ne peuvent rien contre Israël sur le terrain de la force. Et c'est d'origine que toute stratégie de lutte armée pour la libération de la Palestine
est viciée fondamentalement. Elle repose sur une grosse erreur stratégique. Par contre, ce que l'intifada de 88 a montré, c'était le fait que si les Palestiniens se plaçaient sur le terrain sur lequel ils ont, à mon sens, à mes yeux, une supériorité morale sur l'État d'Israël, eh bien là ils peuvent marquer des points. Et ils ont marqué beaucoup de points. Et c'est aussi la différence avec ce qu'on a appelé la deuxième intifada, qui est tombée dans le panneau de la militarisation, qui était une erreur monumentale que de prendre les armes, que d'utiliser des armes qui étaient à la disposition des Palestiniens et de tomber dans la provocation d'Ariel Sharon, parce que c'était ce que c'était. Ce qu'on a appelé la deuxième intifada a été déclenché par une provocation délibérée d'Ariel Sharon, qui d'ailleurs qui a payé, puisque ça l'a amené au pouvoir. Donc il faut, je crois, nuancer, parce que sinon on va entendre le discours sur l'erreur des Syriens, etc. Et ce n'est pas une erreur. Alors l'Égypte, ce n'est pas la non-violence, disons seule, techniquement, qui a renversé Moubarak. Moubarak a été renversé par un coup d'État. Un coup d'État le plus classique possible. Communiqué numéro 1, communiqué numéro 2, communiqué numéro 3, lu devant les médias par un militaire, porte-parole de l'armée. Prise du pouvoir par le Conseil suprême des forces armées. Donc c'est un coup d'État, encore plus coup d'État, si vous voulez, que ce qui s'est passé le 3 juillet avec Sisi, où là on a maquillé le coup d'État en transition civile. Et il y a eu, pendant une année, un gouvernement qui était censé être un gouvernement civil, bien sûr, avec à la défense et à l'intérieur, de membres du corps sécuritaire, dont Sisi, bien sûr, qui manipulait tout cela. Donc c'est simplement pour remettre les choses en place. Et je dirais, alors là, d'accord, il faut essayer de minimiser la violence. Mais minimiser la violence, ça suppose une stratégie, et une stratégie, ça suppose des acteurs organisés, des organisations, des forces organisées. C'est ça qui manque. C'est le grand manque dans la région aujourd'hui. La stratégie de minimisation de la violence passe par un travail dans les forces armées. S'il n'y a pas de scission des forces armées, il ne peut pas y avoir de déblocage. Pour gagner une partie conséquente de l'appareil armé, il faut un travail de sape politique, il faut une opposition qui peut s'ériger vraiment en porte-parole de la nation, en porte-parole du peuple, et de manière à y compris gagner ce qu'on appelait les travailleurs sous l'uniforme, n'est-ce pas? C'est une stratégie classique. Je ne raconte pas, je n'innove absolument pas. Et pour cela, il faut donc des forces à la hauteur de l'enjeu. C'est le problème fondamental. Et pour terminer, mais revenir donc d'accord sur la note d'espoir, il faut que nous fassions la distinction entre espoir et optimisme. Il n'y a pas lieu d'être optimiste dans la région. Et si vous voulez, sur le plan de la raison, pour faire allusion à une formule célèbre, il y a plutôt beaucoup plus de facteurs de pessimisme que de facteurs d'optimisme. Mais il y a toujours espoir. Et pourquoi il y a espoir? Parce que le potentiel qui a fait ce qu'on appelait le printemps arabe est toujours là. Cette génération qui s'est soulevée, qui pour la première dans l'histoire de la région a renversé des gouvernements, a voulu renverser des gouvernements, même quand elle n'a pas réussi, en s'activant dans la rue, sur la scène publique. Cette génération n'a pas été écrasée, elle a subi des défaites ici ou là, mais comme on peut le voir et on le verra encore, et ça c'est aussi une prédiction qu'on peut faire sans problème, même dans un pays comme l'Iran, on a vu un soulèvement avoir lieu, et bien ce potentiel, il est là, on peut espérer qu'avec les années, vont se former, vont se dégager des forces politiques capables de répondre aux défis historiques. C'est un espoir, c'est très loin d'être une certitude, mais c'est un potentiel.
Alors, il nous reste 10 minutes pour un dialogue avec vous, avec la salle. Donc, je vais vous proposer, pour ceux qui veulent intervenir, de poser une question la plus rapide possible. Et on va en prendre 3 ou 4 pour faire un premier round de questions et voir si on a le temps de faire un peu plus. Qui souhaite prendre la parole? Qui souhaite poser... Allô? Oui. Alors moi j'ai une question pour Monsieur Anderlin. J'aimerais savoir quel est le traitement médiatique en Israël de tout ce qui est opposition au pouvoir. Est-ce que par exemple la gauche a une réelle place en fait dans les médias, ou est-ce que la balance est encore très très fragile? Est-ce qu'il y a une deuxième... Oui, Madame derrière. Merci. On va prendre une dernière question derrière. Il y a un monsieur derrière, non? Oui, ou une dame? Je ne sais pas, une question. Après, oui, je vous donnerai la parole. Alors, on va déjà répondre et après, monsieur, on va d'abord faire répondre et après, vous aurez la parole, promo. Oui, alors, la gauche israélienne, les ONG, oui, ils ont accès aux médias, oui, absolument. Il y a quand même des médias tout à fait démocratiques en Israël, mais la question n'est pas là. Netanyahou est totalement trumpien. L'expression de fake news est quotidienne. Dès qu'une chaîne de télé ou un quotidien israélien sort un scandale ou une accusation sur Netanyahou, il passe sur YouTube, c'est du fake news. Vous savez, le jour de du dernier vote, de la dernière élection israélienne, Netanyahou s'est rendu compte vers la mi-journée que dans les milieux un peu ouvriers du Negev, on n'allait pas tellement voter, il y avait beaucoup de licenciements, les gens étaient assez en colère contre le Likoud, ils étaient plutôt sur le barbecue, plutôt que d'aller voter, puis tout à coup, Netanyahou balance sur YouTube, attention, la gauche emmène les Arabes voter par bus entier. Les types ont laissé tomber le barbecue et sont allés voter. Netanyahou a été élu. Vous avez à la présidence du Conseil à Jérusalem une organisation qui est assez active, c'est le directoire de l'information. Ça fonctionne sur les réseaux sociaux. Si j'ai 30 secondes, vous avez une gamine palestinienne, des belles boucles blondes, le visage blanc, des yeux bleus. Elle a été filmée pour la première fois en train de taper un soldat quand elle avait 12 ans. C'était une belle image, marrante, petite gamine. Un peu plus tard, en train de mordre un autre soldat qui essayait d'embarquer son frère qui avait lancé des pierres. Et puis là, il y a quelques semaines, il y a eu un incident dans son village, c'est un hameau, il y a à peu près 1000 habitants. Et puis la gamine qui s'appelle Ahed Tamimi est filmée en train de donner une baffe à un militaire.
la maman avait filmé, colle ça sur YouTube, ça court, les Palestiniens rigolent un peu, une petite gamine de 17 ans qui donne une baffe à un soldat, ça arrive sur les réseaux sociaux israéliens plutôt à droite, c'est scandaleux, une fille qui ose porter atteinte à l'honneur de notre soldat. L'armée vérifie, on découvre que le militaire qui était officier n'avait même pas reporté l'affaire dans son rapport quotidien. Pour lui, encore une fois, il avait une histoire avec une gamine, il a dit qu'il était filmé. Si je lui mets une baffe en retour, ça va être encore une fois la violence israélienne. Je laisse tomber, j'en parle même pas. Mais que ça faisait tellement de bruit sur les réseaux sociaux israéliens, et notamment à droite, que le soir même, la gamine a été arrêtée, elle est encore en prison. Donc ça fonctionne, ce n'est plus les médias traditionnels, ça marche différemment, tout ça est très bien contrôlé par des spécialistes de la com. Il ne s'agit pas du tout de vous persuader, vous, à Paris, de ceci ou de cela sur le conflit, ça c'est pas la peine, ce qui est important. Et c'est pour ça que l'armée israélienne a parfaitement compris que sa communication devait être d'abord vers l'intérieur, le public israélien et les communautés juives à l'étranger. C'est pour ça que dès qu'il y a des événements qui risquent d'être trop bien compris par le public israélien et par les communautés juives, tout de suite on intervient. C'est l'affaire de la gamine El Tamimi. À l'étranger, on trouve ça plutôt une résistante, une militante, elle est bien, elle n'est pas particulièrement violente, donner une baffe à un soldat, on ne peut pas appeler ça du terrorisme. Et d'ailleurs, il y a un député israélien, ancien ambassadeur aux États-Unis, un grand historien, qui il y a 2 ans a fait faire une grande enquête par les services spéciaux israéliens pour savoir si c'est une famille d'acteurs. Parce que, vous le savez bien entendu, pour résister contre l'occupation, les Palestiniens ont besoin d'acteurs. Et BDS Ah, BDS, bah écoutez, BDS, aussi longtemps qu'il ne s'agit que de problèmes de boycott du produit des colonies, oui, même à partir du moment où BDS va beaucoup plus loin, et malheureusement c'est trop souvent le cas, que BDS met la gauche israélienne, les universitaires et les artistes israéliens et les cinéastes israéliens qui sont sur les barricades contre l'occupation israélienne, qui sont critiqués par le gouvernement israélien, qui sont considérés comme antipatriotiques, à partir du moment où BDS les condamne aussi et les met dans le même sac, personnellement je suis contre. Je pense qu'il faut revoir la stratégie. Cela donne des arguments à Netanyahou qui lui permet de dire à la gauche israélienne, bah vous voyez, vous êtes tous dans le même sac, et ce n'est pas contre la colonisation, c'est contre l'État d'Israël, donc c'est de l'antisémitisme. Et ça donne des arguments à Netanyahou, et je crois que BDS doit revoir ses stratégies et penser à autre chose, y compris à où aller, quoi exiger des Palestiniens, d'autant plus que, franchement, il n'y a pas qu'un problème palestinien en Cisjordanie, à Gaza, en territoire israélien, il y a aussi un problème palestinien en Syrie, avec des morts. Le massacre du camp Yarmouk, on n'a absolument pas parlé, très peu en Europe, alors que c'était une horreur absolue. Le statut des Palestiniens au Liban est aussi gravissime. Le problème palestinien, c'est un tout, c'est pas seulement l'endroit où ils sont occupés par Israël, avec quand même, certes une occupation, mais en Cisjordanie, un système éducatif qui fonctionne, un système de santé qui fonctionne, et puis quand c'est indispensable, il y a les grands hôpitaux israéliens. Il faut regarder la réalité du problème palestinien dans son ensemble, et pas seulement à l'endroit où se trouve Israël. Oui, moi je vais être très rapide. J'ai pris la question pour moi, la question de madame, je pense que je ne me suis pas trop trompé. Donc l'horloge tourne, pas pour les États, pour les régimes. Je suis désolé, à partir du moment où un régime comme celui de Bachar el-Assad est obligé, pour une soi-disant victoire, où il n'a reconquis que des ruines, il n'y a pas un commencement de début de retour de population dans les zones qu'il a réoccupées avec l'aide des différentes forces étrangères qu'on a évoquées, dont le Parti de Dieu libanais. À partir du moment où, pour cette soi-disant victoire, il faut mobiliser une des 2 superpuissances qu'est la Russie, avoir sur place des milices libanaises, irakiennes, iraniennes, pakistanaises, afghanes, à partir du moment où, pour cette soi-disant victoire, il faut expulser la moitié de la population du pays, soit à l'intérieur du pays comme déplacés, soit à l'extérieur, eh bien ce n'est pas une victoire.
Et ça veut bien dire que ce régime est en banqueroute. D'ailleurs, la tentative de le renflouer diplomatiquement à Sotchi vient d'échouer absolument lamentablement, parce que même les opposants les plus compréhensifs ne pouvaient pas accepter la seule chose qu'Assad peut accepter, c'est-à-dire tout ou rien. Hein, on ne peut pas négocier. Donc, c'est ainsi. Quant à Daesh, eh ben, vous pouvez remercier Assad si on a Daesh. Vous pouvez remercier Assad qui a libéré des centaines de détenus djihadistes qui sont allés constituer Daesh quand il emprisonnait, torturait, faisait disparaître des milliers de non-violents. Vous pouvez le remercier pour la filière des buts de Chaumont, celle qui nous a donné les attentats de Charlie Hebdo et dont Boubacar al-Hakim, le mentor des frères Kouachi, était protégé par les services syriens de 2003 à 2005. Hein, vous pouvez le remercier pour tout ça. Donc effectivement, Daesh, merci Monsieur Assad. Et ces régimes sont en banqueroute. J'insiste, ce ne sont pas les États, parce que les États, eux, pourront se refonder sur les peuples. Ces régimes n'ont plus aucune ressource, sauf la faiblesse, l'hypocrisie, l'aveuglement et la lâcheté de tous ceux qui veulent continuer de travailler avec eux. On va prendre encore une ou deux questions et on va être obligé de s'arrêter ensuite pour des questions d'organisation parce qu'il y a une autre séance après celle-ci. Merci. Alors, monsieur, vraiment la dernière, parce que... Et une question, si c'est possible, et très rapide, s'il vous plaît. Bon, je voudrais remercier tous les intervenants et dire qu'effectivement, on rejoint un des intervenants de la salle, dire que c'est assez étonnant de voir qu'on a peu parlé de l'ONU, de droit international, de la solution politique qui, quand même, si les grandes puissances se mettaient d'accord, aurait été possible, peut avancer. Quand je vois Jean-Pierre Filiu qui dit oui, c'est au peuple d'eux, les chefs d'État sont ce qu'ils sont, on sait quelle est la nature des régimes dans cette région du monde et beaucoup plus loin, en Amérique latine et ailleurs. Mais aujourd'hui, il y a des enjeux quand même. On a parlé de géopolitique. On peut parler d'intérêts économiques, énergétiques dans la région. Que font les grandes puissances? Est-ce qu'à terme, elles peuvent se mettre d'accord? Parce qu'il y a aussi une responsabilité de ne pas être d'accord. On a parlé de Sotchi. Pourquoi Sotchi est un échec? Oui, parce que les Américains et les Russes ne sont pas d'accord sur comment sortir de ce bourbier, comment se mettre d'accord sur leur propre intérêt dans la région. Et ça, j'ai eu le sentiment qu'on en a très peu parlé. Merci beaucoup. Merci. On n'a pas pu parler de tout, on n'a qu'1 heure et quart pour parler de l'avenir du Moyen-Orient, donc c'est vrai qu'il y a encore beaucoup
de sujets que nous pourrions aborder. Est-ce que l'un ou l'autre veut dire un dernier mot après cette intervention? Écoutez, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'être venus. Merci à nos intervenantes et intervenants.